Là, on monte en bagnole pour la deuxième journée. Jeunes gens, bonjour à vous. Bonjour. Eh oui, monsieur Émeric Thomas, que vous êtes en forme. Tout à fait, je suis tout à fait en forme. Ça, c'est incroyable. Et dans 15 minutes, jeunes gens, dans 15 minutes très exactement. Qu'est-ce qu'on va dans 15 minutes? Bah justement, nous irons dans 15 minutes, enfin nous partons là, dans 15 minutes nous arriverons à Six Flags et New England, voilà, pour aller faire notamment un bon Superman, anciennement Bizarro, n'est-ce pas? Tout à fait. Et puis légendaire. Et tout à fait. Et puis du RMC bien sûr, avec Wicked Cyclone, et ça c'est quand même bien. C'est bon ça. On se revoit tout de suite. Aujourd'hui les petits potes, nous poursuivons avec le second parc de notre trip américain en mettant les voiles ce coup-ci vers le Massachusetts pour visiter Six Flags New England. Un parc qui ne date pas d'hier étant donné qu'il s'agissait du plus vieux parc que possédait alors le groupe Six Flags, même s'il ne s'agissait pas du tout premier parc brandé Six Flags puisque celui-ci était donc Six Flags Over Texas. Je parle au passé étant donné que les groupes Six Flags et Cedar Fair ont désormais fusionné, ce qui ne change rien au fait que Six Flags New England soit l'un des deux plus vieux parcs de ce nouveau groupe parce que lui et Cedar Point ont tous les deux ouverts en 1870. Ah bah oui, c'est pas tout jeune, oui, ça c'est sûr. Le parc est donc racheté en 1996 et opère alors sous le nom de Riverside The Great Escape avant d'être rebrandé Six Flags New England en 2000. Il s'agit donc d'un parc d'attractions incluant également un parc aquatique dont l'accès est compris dans le ticket d'entrée. Même si nous vous recommandons chaudement d'opter pour un pass annuel si jamais vous visitez des parcs Six Flags ou Cedar Fair, même si maintenant avec le nouveau groupe je sais pas si un nouveau pass annuel va inclure tous ces parcs là. En tout cas ce qui est sûr c'est que ce sera beaucoup plus intéressant et que ça vous évitera d'avoir à débourser une trentaine de dollars à chaque fois que vous voudrez accéder à un parking. Oui, parce que les parkings de ces parcs-là, faut à peu près compter 30 dollars. Ah bah, quand tu cumules, ça pèse un peu sur le budget, hein. Le complexe fait ici 95 hectares et possède 11 montagnes russes, parmi lesquelles la machine qui était considérée pendant longtemps comme le meilleur steel coaster du monde, ainsi que quelques autres petites joyeusetés type BM ou RMC. De quoi mettre l'eau à la bouche, je vous l'accorde. Et pour savoir ce que tout ça vaut, je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Ça y est, l'heure est venue d'en découdre avec un poids lourd se situant à la table des plus grands groupes de l'industrie du loisir, puisque cette seconde journée nous amène à découvrir notre premier parc Six Flags, à savoir Six Flags New England. Une journée ensoleillée et chaude, même si ça reste de l'ordre du raisonnable comparé aux 48 degrés qu'on expérimentera joyeusement plus tard pendant le trip. Au programme ici, 11 crédits, parmi lesquels le RMC Wicked Cyclone, issu du vieux PTC Cyclone, Batman The Dark Knight qui n'est autre qu'un floorless BM, ou encore le célébrissime Superman The Ride, qui a été pendant fort longtemps considéré comme le meilleur coaster en acier de la planète. Premier constat qui met en joie, l'affluence est vraiment nulle, et ça annonce quelques petites sessions de chain ride pas piquées des hannetons. La plupart du temps, nous allons pouvoir directement embarquer dans les trains, et sauf cas exceptionnel, le temps d'attente ne dépassera jamais 5 minutes nulle part. Alors, avec tout ce choix, on se demande bien par quoi on va pouvoir commencer, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de quoi faire. On se dirige donc directement vers la droite du parc pour tomber nez à nez avec un type de coaster qui pullule dans la plupart des parcs Six Flags et qu'on ne retrouve dans aucun parc européen pour l'instant. À savoir, vous l'aurez compris, oui, un free spin SNS. On pourrait donc commencer par ça, non? Ah oui, mais attendez, que vois-je juste à côté? Un superbe SLC portant le nom de Riddler Revenge qui est prêt à nous accueillir à bras ouverts. Ce qui ferait en plus de ce SLC le tout premier coaster qu'on ferait dans un parc Six Flags. Allez, vous m'avez convaincu, adjugé vendu. Ouvert en 1997, le coaster aura reçu un superbe cadeau d'anniversaire pour ses 20 ans, à savoir de nouveaux trains qui auront l'insigne honneur de pouvoir faire embarquer nos majestueux popotins. Des sièges plus ergonomiques, de nouvelles lap-bars à veste souple qui ne changent rien aux vibrations désagréables et aux à-coups particulièrement pernicieux disséminés sur l'ensemble du parcours. On arrive bien entendu à se prendre des taquets à la jugulaire auxquels la veste souple ne change rien, donc ne vous en faites pas, tous les ingrédients sont bel et bien réunis pour profiter d'une authentique expérience de type SLC. Alors certes, il est moins méchant que ses congénères qui possèdent encore les anciens trains, mais ça n'en reste pas moins un bon gros caca bien odorant qui ne viendra rien chambouler à nos habitudes de rider de caca bien odorant. Bon, passons tout de suite à une valeur un peu plus sûre, à savoir le floorless BM local, j'ai nommé Batman The Dark Knight. Ouvert en 2002, le coaster nous propose un parcours long de 792 mètres, culminant à 36 mètres pour une vitesse de 88 km/h. Il dispose de 5 inversions, à savoir un loop, un dive loop, un zero G-roll et 2 interlocking corkscrew. Un programme classique mais souvent efficace, mais un coaster qui est certes
certainement ici le Floorless BM le plus mou qu'il m'ait été donné de faire. Plus encore que Demonen à Tivoli Gardens, qui est pourtant un modèle extrêmement réduit de Floorless BM. C'est donc avec un sentiment franchement contrasté que nous sortons de ce Batman de Dark Knight qui ne s'est clairement pas révélé à la hauteur de ce que peuvent être ces machines, le Superman de Parquet Warner Madrid en tête. Ah oui, qu'est-ce qu'il est bien ce Superman. Le dernier coaster de cette zone est le fameux Joker que nous avions croisé avant de nous rabattre sur le satané SLC du parc. Joker est donc un free spin SNS et fait très grandement penser à ce que pouvait faire Intamin avec ses Axpin. La différence nette entre les free spin et les Axpin, c'est que sur les free spin, l'axe de rotation est situé au niveau des sièges, alors que sur les Axpin, il est bien plus en retrait. C'est avec un peu d'appréhension que nous embarquons dans ces nacelles en mode face à face qui nous emmèneront à un peu plus de 36 mètres au-dessus du plancher des vaches. Ce genre de coaster, ça passe ou ça casse, on aime ou on n'aime pas, parce que c'est vraiment un concept. Et là, je peux vous dire qu'on s'est tapé des barres de rire comme ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Parce que c'est débile, mais c'est super fun. Aucun tour ne ressemble à un autre, il y en a donc de meilleurs que d'autres, mais on ne sait absolument jamais ce qu'il va se passer. Les gens présents dans l'autre nacelle du même train que nous ne font absolument pas les mêmes rotations, peuvent enchaîner les pirouettes à une vitesse pas possible, ou vous voir au contraire vous faire chahuter dans tous les sens, avant de pivoter très vivement vers l'avant ou l'arrière grâce aux lames magnétiques qui forcent les rotations. Bref, c'est vraiment du fun en barre, et à chaque fois qu'on aura croisé un de ces free spins, ça aura été un grand moment de rigolade. En mode mal de ventre tant on se marre. Vous avez compris, sans pour autant crier au chef-d'œuvre en termes de grand 8, ces coasters sont de sacrés moments de poilade. Retournons maintenant à des coasters un peu moins exotiques et un peu plus communs, avec cette Wildmaus de chez Morerzoner répondant au doux nom de Gotham City Gauntlet Escape from Arkham Asylum. Rien que ça. Sachez donc qu'il s'agit du seul coaster de ce trip, et même de ma vie entière, pour lequel je me serais fait recaler par un opérateur du fait de mon 1m91. Alors que la taille limite s'élève ici à 1m95, allez chercher à comprendre. Bah oui, mais vu que l'opératrice penchait sa toise à 30 degrés sur ma tête au lieu de la maintenir droite, forcément ça passait pas. Et ce, même si je lui ai sorti mon passeport sur lequel il est inscrit que je fais 1m91. Bon, j'ai pas voulu me battre, je préfère m'être fait recaler de ça plutôt que de King Daka, et je laisserai l'ami Emmerich profiter seul de ce ride d'anthologie. Alors oui, c'est chiant, ça fait pas plus sain, mais on peut très aisément se consoler en se disant qu'avec ce qui va suivre, on devrait tout de suite retrouver un moral au taquet. Et ce qui suit, c'est la très grosse bébête du coin qu'il me tardait vraiment de pouvoir faire, à savoir le méga coaster Intamin nommé Superman The Ride qui a ouvert en 2000. Au programme, un parcours de 1646 mètres de long, 23 mètres de hauteur pour une descente de 67 mètres qui s'engouffre dans un tunnel, une vitesse de 124 km/h, une durée totale de 2 minutes 35 et deux trains gigantesques de 9 nacelles pouvant emmener 36 passagers. Rien que ça. Ça a l'air pas mal cette affaire. D'abord nommé Superman Ride of Steel avant d'être renommé Bizarro de 2009 à 2015 pour finalement retrouver le nom de Superman en 2016, le coaster a longtemps tenu la première place du Mitch Hawkers Coaster Pole. Et ça, les puristes savent que c'est pas rien. Superman, c'est une méga coaster Intamin de la génération d'Expédition GeForce, avec une très belle première descente, de la vitesse, des hélices rasant le sol, des camelbacks longs et généreux, du S-turn, des bunny hop et un freinage à la toute dernière seconde qui fait se stopper le train quelques mètres avant d'entrer en gare, faisant croire à la collision avec le train devant nous tant on arrive à pleine balle derrière. Alors oui, tout ça c'est très bien, mais hélas, je ne sais pas ce qu'ils ont trafiqué avec les lap bars qui ont désormais un côté saillant qui vient vous fendre les cuisses à chaque coup de jet négatif, et croyez-moi bien que le coaster n'en est pas dépourvu de jet négatif. Ce qui implique qu'on profite tout de suite beaucoup moins du parcours et que le fait de décoller du siège n'est pas toujours synonyme de moments agréables. Sans aller jusqu'à parler de sabotage, c'est vrai que l'expérience en prend de fait un bon coup dans l'aile, faisant de ce coaster un très bon grand 8 sur lequel il faut anticiper chaque coup de jet négatif pour ne pas se faire cisailler les jambes, plutôt que la tuerie old school bien langoureuse qu'il pourrait être avec des lap bars convenables. Le parcours a vieilli, c'est certain, aujourd'hui tout s'enchaînerait beaucoup plus rapidement et les éléments ne seraient pas dessinés de façon aussi scolaire. Notamment en ce qui concerne cette première descente très rectiligne, mais si quelque chose est fait pour ces saloperies de lap bar, nul doute qu'on y retrouvera la magie d'antan. Bon, et après Superman, est-ce que ça vous dirait d'aller faire un tour de la nouveauté 2021, à savoir Supergirl Skyflyer, un Endeavour de chez Zamperla? Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est merci mais non merci, comme à peu près tous les gerbotrons qui peuvent venir du constructeur italien, donc on peut passer à la suite. La suite, c'est post-déj dans un fast-food thématisé diner, où on aura pu manger un burger pas trop mauvais, seul Six Flags avec Great Adventure, dans lequel on n'aura pas à bouffer un truc absolument dégueulasse. La palme de la bouffe crade allant au formidable Six Flags Saint-Louis, qui aura d'ailleurs remporté pas mal de palmes pas bien reluisantes. D'ailleurs, transition toute trouvée avec Six Flags Saint-Louis, sachez pour ceux qui aiment le caca que Six Flags New England propose également un formidable boomerang Vekoma j'ai nommé Flashback. Une bestiole ouverte en l'an 2000, exactement le même jour que Superman
Superman, histoire de vous permettre d'effectuer le grand écart entre la crème de l'époque et ces bousins temporels que sont les boomerangs Vekoma. Vous l'aurez donc compris, Flashback c'est de la merde en barre, mais ça, on s'en serait douté. Bon, les coasters de merde, ça va 2 minutes, si on a traversé l'Atlantique, c'est évidemment pour faire autre chose que se coltiner des vieux Vekoma. Et dans la catégorie coaster haut de gamme, je vous propose de partir à la découverte de Wicked Cyclone, le RMC local retapé d'après l'ossature du vieux Cyclone et ouvert en 2015. Ah bah ça c'est sûr, je vous vois venir, vous n'allez pas me dire non, hein, mais d'accord, mais c'est sans compter sur le fait que le coaster est en panne pour la 16e fois de la journée, donc merci et revenez plus tard. Bon, du coup, pour vous faire patienter, je vais faire appel à votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez des coasters Tony Hawk qui poussaient comme des champignons dans les parcs Six Flags au milieu des années 2000? Eh bien voilà, vous avez devant vous le tout premier des Tony Hawk des parcs Six Flags, ouvert en 2005 et aujourd'hui rebrandé en Pandemonium. Il s'agit là d'un spinning coaster Gerstlauer comme peuvent l'être Vicky the Ride à Plopsaco ou Anne Catten à Bonbonland. Néanmoins, cette version 440 présente ici à Six Flags New England est bien plus sympathique, avec un parcours plus tortueux et présentant des flottings fort rigolos et de petites accélérations bienvenues. Bref, sans crier au génie, il s'agit là d'un petit coaster familial sympathique, au débit néanmoins très limité, qui doit faire exploser le temps d'attente les jours de forte affluence. Parce que là, on est quand même sur du 720 personnes par heure théorique. En tout cas, c'est validé et ça me réconcilie même avec les spinning Gerstlauer que je n'avais jamais trouvé vraiment convaincants. Néanmoins, on leur préférera toujours largement la version Maurer des spinning coasters. Winjas et Tarantula en tête, mais même les versions SC2000 à la Crush's Coaster, bah je les mettrais au-dessus. Allez, soit, Pandemonium, c'est torché, le moment tout trouvé pour aller enfin poser nos fesses sur Wicked Cyclone. Eh oui, mais non, le coaster est toujours en panne, donc merci et revenez plus tard. Qu'à cela ne tienne, du crédit, il y en a encore d'autres à faire à Six Flags New England. Et là, je vous propose qu'on aille se faire un tour de Thunderbolt, le plus vieux crédit encore en fonctionnement du parc. Il s'agit là d'un wooden coaster PTC ouvert pendant la Seconde Guerre mondiale en 1941. La file n'est pas bien longue en termes de remplissage, mais autant sur les autres attractions du parc on n'avait pas particulièrement à se plaindre, autant sur Thunderbolt les opérations étaient absolument lamentables. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul train sur le parcours n'est pas catastrophique en soi, c'est surtout la mollesse des employés qui était pour le moins notable, avec un départ toutes les 6 minutes et un temps d'attente qui s'est élevé à 40 minutes alors que le parc était désert et la file loin d'être remplie. Et ça, vous pouvez me croire, c'était particulièrement agaçant. Thunderbolt est donc un vieux wooden de 792 mètres culminant à 21 mètres pour une vitesse de 64 km/h. Le coaster est franchement anecdotique, plutôt tape-cul et ne propose vraiment pas de sensations rigolotes, et ce même s'il dispose d'un double down après le premier demi-tour suivant la first drop qui apporte généralement un petit lot bienvenu de guillis dans le ventre. Ici, on se traîne vraiment trop pour en profiter et on se dit que de toute façon, il ne fallait pas qu'on aille beaucoup plus vite tant ça pouvait déjà taper à faible allure. Bon, avec Thunderbolt, on ne peut pas vraiment dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. En revanche, dans les pots RMC, on en fait des franchement pas mal. Alors allons donc nous faire un petit tour de ce satané Wicked Cyclone qui a décidé de se faire désirer. Oui d'accord, mais le coaster est toujours en panne, donc merci et revenez plus tard. Et oui, ça commence vraiment à nous faire chier cette histoire. Nous sommes donc allés noyer notre désarroi avec un nouveau tour de l'imposant Superman qui reste une bien belle machine entachée par des lap-bars très inconfortables, puis nous sommes allés créditer un coaster situé au pied de la première descente du super-héros à slip moulant. Ce coaster n'est autre qu'un Tivoli de tireur de type large, donc un clone de Feu la Coccinelle qui était situé à Bellward et qui a fermé en 2022. Ici, ce Tivoli répond au doux nom de Catwoman's Whip, et ce n'est pas parce qu'il est situé aux États-Unis qu'il en est plus fun que son homologue belge, donc plus un, et on passe à la suite. Allez, maintenant ça suffit, je veux et j'exige un tour de Wicked Cyclone, donc on y va le cœur vaillant et plein d'entrain. Oui, d'accord, mais le coaster est toujours en panne, donc merci et revenez plus tard. Voilà, c'est vraiment plus possible, ça devient vraiment agaçant cette affaire. Ok, alors à part le RMC, il nous reste un crédit à claquer à Six Flags New England, à savoir The Great Chase, un Kiddie Miller dans lequel sont généralement interdits les adultes sans enfants. Sauf qu'ici, coup de bol, l'opératrice a accepté de nous laisser rider. Je me suis donc dit que c'était assez cocasse qu'on m'autorise à embarquer sur cette merdouille alors que je me suis vu refuser l'accès à la Winehouse Moraire du coin. Mais enfin bref, 1+1 ça ne se refuse pas, et ce coup-ci, on s'assoira bien gentiment sur la logique. Et voilà, nous avons crédité tous les coasters de Six Flags New England, si on accepte la Winehouse ainsi que cet irréductible coaster qui résiste encore et toujours au créditeur, j'ai nommé Wicked Cyclone. Et alors, autant rater un Catwoman's Whip ou un SLC, ça ne m'aurait pas empêché de dormir, autant rater un RMC, j'avoue que je l'aurais assez mauvaise. Eh ben, ça tombe bien mon cher Dubik, parce que ce coup-ci, ça y est, le coaster est bel et bien ouvert pour le visiteur. Ah bah c'est pas trop tôt. Nous
nous engouffrons donc dans la file d'attente de Wicked Cyclone, coaster ouvert en 2015 s'étendant sur 1012 mètres, culminant à 33 mètres et atteignant les 88 km/h. Au programme, 3 inversions, à savoir un Zero G-Stall et 2 Zero G-Roll. Et alors, que dire de Wicked Cyclone? Eh bien que son parcours compact en fait un coaster dont le layout est très difficile à mémoriser. On se fait surprendre à chaque nouveau ride par la grande majorité des éléments, notamment par la multitude pas possible de bosses bien sournoises disséminées sur l'ensemble du layout, chacune disposant d'un gros coup de jet négatif qui viendra vous mettre un sacré coup de pied au cul systématiquement. De même, les virages inclinés vers l'extérieur permettent également de décoller du siège, rendant l'expérience encore plus jouissive. La première descente n'est pas bien haute, mais on se fait aspirer sur toute sa longueur. Se placer à l'arrière permet d'ailleurs de pleinement en profiter, tandis que se placer à l'avant du train permettra de décoller encore plus sur la bosse bien salace située avant le stall. La fin est quant à elle un peu plus light, mais qu'à cela ne tienne, entre les immersions dans la structure, les coups de pompe au fion qui nous font décoller sur la moindre bosse, et le fait de redécouvrir le layout lors de chaque nouveau ride, Wicked Cyclone se classe gentiment parmi les meilleurs RMC de petite taille pondus à ce jour. On ne s'en lasse pas, et on en aura d'ailleurs enchaîné une dizaine de tours dès que celui-ci aura daigné ouvrir de manière définitive pour le visiteur. Ah ça, y a pas à dire, c'est vraiment du tout bon. Après cette orgie de type chain ride de coaster de grande qualité, nous serons allés nous rafraîchir sur le Raft Ride Hopkins ouvert en 1999 et nommé Blizzard River, qui n'aura franchement pas été avare en humidité. Puis nous serons allés finir notre journée par un tour de Harley Quinn Spinsanity, le pendulum Zamperla du parc. Je suis un grand fan des Giant Frisbee Us comme Sledgehammer à Bobbejaanland ou Maxer à Cedar Point. Il s'avère à la fois puissant, planant et il se montre pas gerbant le moins du monde. Mais pour cette version italienne, Zamperla a réussi à rendre la chose un brin gerbeau et bien tasse-caca. Genre tu sens vraiment tout le bas de ton ventre appuyé sur les os de ton bassin et franchement ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. T'as l'impression que t'es quasi en descente d'organes à chaque fois qu'il y a un mouvement de balancier. Du coup, plus le tour passe, plus t'as une légère gerbouille qui pointe le bout de son nez et plus t'as envie que ça s'arrête pour redescendre prendre contact avec le sol. Bref, comme d'habitude avec les merdes italiennes qui copient des concepts pourtant simples, c'est testé et non approuvé. Et voilà, c'est la fin de notre journée à Six Flags New England. Le temps pour nous de poser un verdict sur tout ça. Déjà, on peut dire que pour un dimanche, on n'aura pas été emmerdé par le monde. L'affluence était absolument nulle jusqu'à 16h, puis un peu plus de monde est arrivé dès la fin d'après-midi, mais ça rendait vraiment pas la chose invivable pour autant, hein. À part les opérations laborieuses sur Thunderbolt et les pannes à répétition sur Wicked Cyclone, le reste tournait comme sur des roulettes. Et croyez-moi que d'habitude, ce n'est pas parce qu'un parc Six Flags est vide que vous n'aurez pas une vingtaine de minutes d'attente juste derrière les portillons d'accès au quai de certaines montagnes russes, comme on a pu l'expérimenter à Six Flags Over Georgia. Six Flags New England est quant à lui le parc Six Flags qui se rapproche le plus d'un parc Cedar Fair, et durant ce trip, on peut souligner que Cedar Fair aura été synonyme d'opération et de gestion de qualité. C'est donc un premier compliment fait à Six Flags New England. Le parc est également entretenu, il y a de la verdure, des parterres de fleurs, des bosquettes taillées régulièrement, des fontaines fonctionnelles et même un peu de déco à droite à gauche. Chose qu'on a franchement du mal à trouver dans les autres parcs du groupe aussi drapeau. La bouffe est un peu chère mais de plutôt bonne qualité et le parc est suffisamment bien achalandé pour y passer une journée sympathique. D'autant plus si vous combinez avec le parc aquatique qui profite d'une bonne réputation. Six Flags New England propose aussi bien des attractions pour les gamins que des attractions plus familiales, tout en axant évidemment le tout sur son offre en termes de grand 8 qui donnera satisfaction aux riders les plus aguerris, avec notamment des bestioles comme Superman ou Wicked Cyclone. Alors oui, ce n'est pas le parc nord-américain le mieux achalandé, je vous le concède, mais l'expérience globale est suffisamment correcte pour qu'on puisse vous en recommander la visite le temps d'une journée. Le parc est situé à moins de 3 heures de New York et à moins de 2 heures de Boston, donc si vous partez en vadrouille dans ces villes-là, n'hésitez pas à vous prévoir une petite escapade, vous y passerez assurément un bon moment, et ça je ne le dirai clairement pas pour tous les parcs Six Flags. Ah ça non, il y en a quelques-uns pour lesquels mon avis sera un peu plus salé. À Six Flags New England, on a vraiment passé une bonne journée. Alors attention, hein, c'est pas le parc du siècle, mais il y a suffisamment de quoi faire pour y passer un bon moment, et c'est suffisamment bien entretenu pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on nous vomit du cynisme à la gueule au détour de chaque allée. Alors même si on lui préfère nettement des parcs Cedar Fair type Kings Island, Carowinds, et je ne parle même pas de Cedar Point, celui-ci se glisse quelque part entre Kings Dominion et Dorney Park, et fout une claire branlée à tous les parcs Six Flags qu'on a pu visiter durant ce trip. Mis à part évidemment Six Flags Great Adventure, hein, qui le terrasse grâce à ses machines type King Daka ou El Toro, mais qui est nettement moins bien entretenu que Six Flags New England. Et pourtant, Great Adventure, c'est censé être une des vitrines de Six Flags. Mais ça, l'expérience nous fera comprendre que New England se hisse gentiment dans le haut du panier des parcs Six Flags. Déjà, grâce à ses opérations, si on met de côté le fait que Thunderbolt soit opéré avec le cul et que, ils aient du mal avec RMC chez Six Flags, mais ça vous le comprendrez dans les vidéos suivantes, mais aussi grâce à ses quelques espaces verts et ses quelques efforts de thématisation. Et
ça vous donne une idée globale sur le niveau du reste. Suite à cette visite, nous aurons repris la voiture et serons retournés sur New York pour rejoindre le First Drop et Valentin qui viennent d'atterrir aux USA et qui nous attendent patiemment à Coney Island, dont ma critique est disponible en cliquant sur le petit lien en haut à droite. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Six Flags New England, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cet épisode et qu'il vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Ah si, je vous jure, ça me fera vraiment plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous nous rendrons à une vingtaine de kilomètres de là pour visiter un parc indoor ouvert en 2019 et répondant au doux nom de Nickelodeon Universe Theme Park. Et jusqu'à cet épisode débordant de Razmoquette et autres Bob l'éponge, et bien comme d'habitude, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!